y a des millénaires, des migrants asiatiques franchissaient le détroit de Bering et, pourchassant sans doute les grands troupeaux de caribous, abordaient un continent inconnu, l'Amérique. Plus tard, grâce au retrait progressif des glaciers vers le pôle, certains d'entre eux atteindront le territoire actuel du Québec et deviendront, par erreur, comme tous les autochtones du nouveau continent, des Indiens. D'autres millénaires passent. Des Européens arrivent à leur tour. Ils cherchent pour leur roi ou pour de riches marchands un raccourci maritime vers les trésors fabuleux de l'Orient. Ils n'aiment pas la mer et ne savent pas nager. C'est au milieu du 19e siècle que se développera le goût de la mer. On se baigne tout habillé, on fait des pique-niques en famille au bord des vagues, on construit des stations balnéaires et de grands hôtels comme à Deauville, Biarritz, ou ici au Québec, à Cacouna. Peu de marins et peu de capitaines comme Jacques Cartier et Christophe Colomb savaient nager. La mer, c'était d'abord et avant tout une source de nourriture à cause des poissons. Dans le golfe Saint-Laurent et sur les bancs de Terre-Neuve, on trouve une quantité prodigieuse de flétans, de harengs, de maquereaux et surtout de morues. Cette dernière sera responsable de bien des malentendus diplomatiques. La pêche apparaissait parfois comme quelque chose de miraculeux. Cabot raconte qu'il suffisait de plonger un panier dans l'eau pour en ressortir des centaines de morues. Il est vrai qu'à cette époque-là, le poisson était peut-être plus abondant qu'aujourd'hui. J'ai trouvé à Paris un document de Claude Lebeau, qui est un avocat, qui est venu à Québec en 1729, qui écrit « C'était un plaisir de voir cette pêche. À peine nos matelots avaient-ils jeté l'hameçon qu'ils faisaient capture. Ainsi, il n'y avait qu'à jeter et tirer, tant il est vrai que la prodigieuse quantité de morues que l'on voit en Europe vient principalement de cet endroit. » La morue est le poisson qui offre le plus de possibilités commerciales. On peut la saler, la faire sécher sur des échafaudages installés sur la grève. Une fois préparée, on l'empile dans la cale des navires à destination des grands ports européens. Soumis à 150 jours d'abstinence par année, jour où la viande est défendue, les catholiques en sont les principaux consommateurs. Il n'y avait pas seulement la pêche à la morue, il y avait aussi une activité extrêmement florissante au 16e siècle qui était la chasse ou la pêche à la baleine et au marsouin. Au VIe siècle, un moine irlandais nommé Brandan part à la recherche d'une île inconnue pour y fonder un monastère et, dit la légende, découvre l'Amérique. Pour rendre grâce à Dieu, il aurait célébré la messe sur le dos d'une baleine pendant 7 ans. La mer, certains croyaient que c'était un reste du déluge. Puis Saint Augustin qui a dit qu'essayer de percer les secrets de la mer, c'était presque un sacrilège. Au Moyen Âge, on craignait la mer parce qu'on la croyait habitée par des monstres hideux et carnivores. Aujourd'hui, ces monstres nous paraissent bien peu menaçants. Même les capitaines ont peur. Parce qu'au 15e et 16e siècle, l'art de la navigation était très peu développé. On s'orientait en tenant compte du soleil ou de l'étoile polaire lorsque la température le permettait. On disposait de plusieurs instruments de navigation comme le compas, le sablier, l'astrolabe, le bâton de Jacob. On savait, ou plutôt on devinait à peu près où l'on se trouvait. Certains courants et la couleur de l'eau permettaient de se rendre compte que l'on approchait des côtes.
Quels pêcheurs sont arrivés en premier dans le Golfe? Qui est arrivé en premier, pour l'instant, ce sont les Basques, les Bretons, les Portugais, les Normands. On invente le gouvernail de queue, le gouvernail de coupe. En Europe, on l'appelle le gouvernail à la bayonnaise, soit disant que ce serait les Basques qui auraient inventé ça. Un navire, c'est un peu la toupie du temps. C'est une boîte de conserve, si vous voulez. Dans l'ensemble du Canada, on a peut-être 50 à 60 000 épaves. On dit que certaines années dans le Golfe, un navire sur 3 échouait. Le plus favorable de ces voyages m'a donné plus de cheveux blancs que tous ceux que j'ai faits ailleurs. Dans tous les endroits où l'on navigue ordinairement, on ne souffre point et l'on ne risque pas sa vie. Donc, les naufrages ont fait partie de notre histoire de façon très intime, si vous voulez. Québec a des côtes très longues. On disait autrefois, dans beaucoup de récits, que le fleuve était finalement la plus grande muraille que pouvait posséder Québec pour se défendre. Une autre muraille, c'est l'hiver. Il arrive souvent que les navires s'attardent le long des côtes et soient surpris par les glaces. L'équipage doit hiverner de force et lutter de longs mois pour sa survie. Les naufrages faisaient partie de la vie quotidienne. On savait quand on partait, on ne savait pas quand on arriverait, et même si on arrivait. À l'époque de la Nouvelle-France, pour ceux qui avaient décidé d'émigrer au Nouveau Monde, l'attente était parfois longue. Il fallait d'abord se rendre au port d'embarquement. Ça pouvait être Saint-Malo, Dieppe, Saint-Nazaire, Le Havre et surtout La Rochelle. Et là, il fallait charger le navire, il fallait aussi trouver l'équipage et il fallait attendre que le vent soit favorable. Ça échappait au contrôle de tout le monde. Et cette attente-là, les passagers devaient la subir. Et subir, c'est vraiment le vrai mot. On s'installait dans une auberge ou dans un hôtel, il fallait payer. Et quand ça prenait une semaine, 2 semaines avant de partir, on dépensait de l'argent qu'on avait mis de côté pour s'installer dans le Nouveau Monde. Certains se ruinaient presque. Lorsque le vent était favorable, c'était le capitaine qui donnait l'ordre de partir, parce que c'est lui qui est maître à bord, maître après Dieu. On ne savait pas trop combien de temps durerait la traversée. Celle de Jacques Cartier lors de son premier voyage, 20 jours. Mais par contre, un siècle et quelque chose plus tard, Jean Talon prend plus de 160 jours. La traversée moyenne, 2 ou 3 mois. À bord, seul le capitaine a sa propre cabine. Les officiers et les personnages de marque logent ensemble dans le gaillard arrière. Les marins, les soldats et les prisonniers logent dans l'entrepont. Les passagers ordinaires, eux, se retrouvent dans ce qu'on appelle la Sainte-Barbe, à l'arrière du navire. C'est un endroit au plafond très bas. Sur certains bateaux, on ne peut même pas se tenir debout. Nos ancêtres étaient certainement les plus mal logés. Il y a des passagers qui ont laissé des témoignages sur la vie dans la Sainte-Barbe. Il y a le jésuite No, entre autres. La seule vue de la Sainte-Barbe où nous devions coucher pendant la traversée nous déconcerta tous, moi le premier. C'est une chambre où l'on voit suspendus en double rang des cadres qui devaient servir de lit aux passagers, aux passagères, aux officiers inférieurs et aux canonniers. Il y a aussi le témoignage de Mère Cécile de Sainte-Croix, qui est une Ursuline, qui fait la traversée en 1639 avec Marie d'Incarnation. Le vaisseau était tellement agité qu'il était impossible de se tenir debout. On était contraint de prendre les repas sur le plancher et tenir chaque plat à 3 ou 4 personnes à la fois. La plus grande partie de nous était tellement malade que nous étions plus morts que vifs. Il
il y avait aussi, tout aussi grave que la tempête, l'accalmie. Et à ce moment-là, ça pouvait durer des jours et des jours. Ça supposait qu'il y ait une consommation de nourriture et d'eau qui pouvait être catastrophique. Lors de son 3e voyage, Jacques Cartier est pris comme ça dans une accalmie. Et on manque d'eau. Ce qu'on doit faire, on fait boire du cidre aux passagers. Pas de problème. Mais dans la cale, il y a toutes sortes d'animaux. Et les cochons, à ce moment-là, dans la cale, doivent boire du cidre comme les passagers. Imaginez-vous qu'est-ce que ça représente. On a découvert dans les documents que constamment, les équipages basques des années 1500 qui venaient chez nous avaient une ration extraordinaire. C'est-à-dire, j'avais calculé l'équivalent de 50 tonnes de vin ou de cidre pour un équipage de 50 à 60 personnes. Ça veut dire que chaque jour, ils avaient 3 à 4 bouteilles de cidre.